Mais revenons un tout petit peu en arrière et à la fin de l'ère Berlusconi. Euh, Fin de l'ère Berlusconi, l'ironie de l'affaire, c'est que c'est l'Europe austéritaire et l'Allemagne qui lui donnent d'une certaine façon son coup de grâce. Donc il ne tombe pas par un réveil de la gauche, ou même de la gauche soi-disant raisonnable, mais précisément parce qu'il ne fait plus l'affaire, parce que malgré tout, il y a, on l'estime trop dépensier, d'une certaine façon, puisque la dette en Italie à ce moment-là est à 115%, et c'est le moment de pointe de la crise italienne. Mais ce qui va émerger de la fin de l'ère Berlusconi, c'est la prise de pouvoir de l'extrême droite, mais pour la première fois en son nom propre. C'est-à-dire non plus couverte par un gentismo berlusconien ou un gentismo grillien, mais véritablement en son nom. Mais ça se passe en deux fois. Une première fois où ça capote assez rapidement, qui est le gouvernement Lega et Mouvement 5 étoiles, moment où le Mouvement 5 étoiles s'assume de droite ou d'extrême droite, d'une certaine façon. Mais ensuite, avec ce qu'il faut hélas appeler un triomphe de Fratelli d'Italia en 2022. Alors ça pose plusieurs questions. D'abord, c'est pourquoi est-ce que Meloni réussit durablement, là où Salvini, qui a donc succédé à Bossi à la Lega Nord et qui est maintenant la Lega, qui est un parti national, et qui semblait être l'étoile montante de l'extrême droite. Donc pourquoi Meloni réussit là où Salvini échoue? C'est-à-dire pourquoi l'héritage de Bossi s'avère moins tenable que l'héritage de Fini, d'une certaine façon, voire d'Almirante. Bon, je suis pas sûre que je parlerais de triomphe pour Fratelli d'Italia. La coalition arrive en tête en 2022. Elle arrive en tête, Fratelli d'Italia, de la coalition, mais c'est pas la Non, majorité. c'est pas une triomphe Voilà, électoral, mais c'est pas un triomphe c'est électoral. Mais la résilience du truc, c'est la durabilité du truc qui fait un peu peur. ouais, c'est-à-dire bon. La Lega a réussi en 2018 à passer devant Forza Italia, ce que personne s'attendait en fait, puisque tout le monde en 2018, entre ceux qui appuyaient une nouvelle version d'un gouvernement technique et ceux qui appuyaient le retour de Berlusconi, bon, eh bien, disons dans la presse internationale ou nationale, on ne s'attendait pas à ce triomphe de la Lega. La Lega triomphe sur ces deux, dans le cadre de la coalition, parce qu'elle s'est tenue très éloignée des gouvernements techniques et n'a pas accepté les gouvernements techniques, alors que les autres ont accepté comme un seul homme, y compris le Parti démocrate, dans cette espèce d'union sacrée parce que l'Italie était en danger. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on le présentait. Et donc la Lega, Monti, Draghi, exact. Et donc toutes les politiques austéritaires qui ont ouais. été mises en place concrètement, bon, qui ont détruit ce qui restait du système de santé, du système d'éducation, enfin bref, et des droits des travailleurs. Et donc la question qui a été claire pour la Lega, c'est qu'elle s'est tenue à l'écart de ça, et elle a réussi à engranger aussi grâce à ça des voix de la droite, y compris des voix de la droite qui venaient des rangs de Forza Italia, puisque Forza Italia baisse radicalement. Bon. Et c'est assez intéressant parce que 2018, c'est la victoire de la Lega et du mouvement 5 étoiles, de fait, dans les coalitions. Et effectivement, le mouvement 5 étoiles, donc ils font un référendum en ligne, et le mouvement 5 étoiles, parce que le mouvement 5 étoiles était celui qui avait fait le plus de voix et qui pouvait en fait décider s'il allait gouverner avec la Lega ou avec le Parti démocrate. Ils ont décidé d'opter pour la majorité des votants, si tant est qu'il y ait une transparence quelconque sur cette affaire, auraient décidé de voter pour la Lega. S'allier avec la Ligue. S'allier avec la Lega. Donc en fait, on est dans cette position politique. Alors on peut expliquer que Salvini
il a eu un moment d'ego surdimensionné et il a cru que son heure était arrivée. Il a fait chuter le gouvernement et il a pensé que parce qu'il y a eu les élections européennes entre-temps, donc son parti est devenu le premier parti d'Italie aux élections européennes et il pensait vraiment avoir le pouvoir entre les mains, enfin voilà, demain quoi. Et il s'est pas attendu à ce que ça marche pas, fondamentalement. Et donc à un nouveau gouvernement avec le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate qui arrive juste avant la crise Covid. Donc tout ça, 5 étoiles change le d'alliance. mouvement 5 étoiles change d'alliance et opte pour ce Conte 2, hein, donc juste avant la crise Covid. Donc, je pense qu'on est là à un moment de tournant politique, disons, à ce moment-là. C'est vrai que la Lega a fait peur à une partie de la classe, des classes dirigeantes, appelons-les comme ça, parce que ces liens un peu trop ouverts avec Poutine, avec ces discours contre l'Europe, enfin bon, ça angoisse un peu plus. On a l'impression dans les cercles dirigeants qu'on peut moins bien le tenir et le bon. Parce que ça aussi, c'est pour juste revenir en arrière 30 secondes, c'est un autre changement du passage Lega Nord première manière à la Lega. C'est que à l'époque où ils sont régionalistes et séparatistes, ils sont pas si anti-européens que ça à Non, l'époque. Au non. contraire, ils sont plutôt pro-européens contre l'Italie et pour l'Europe d'une certaine façon. Ouais. Et puis ça va Et puis ça tourne. ça va se Et c'est vrai que Salvini crée son parti national. C'est plus la Lega Nord, c'est la Lega. Il entend récupérer des voix à l'extrême droite et il va faire de la lutte. Alors avant c'était les méridionaux, après ça sera, enfin avant et pendant, mais ce sera les immigrés, les travailleurs immigrés, les musulmans, les Roms. Ça va être vraiment les boucs émissaires premiers de la propagande politique de la Ligue. Et donc, il y a quelque chose de nationalisation de la Ligue. Et lui aussi, il va savoir s'appuyer sur un réseau Internet très important avec ses armes de diffusion massive de sa propre information hein, autour de son réseau qui est la bête, hein, bon, défini comme la bête. Donc en fait, il sait utiliser comme grille enfin, il a appris à utiliser ces instruments-là. Il a voulu tenter de sortir la Lega du régionalisme pour en faire un parti national avec les tensions que ça a créées au sein de la Ligue, il ne faut pas sous-estimer ça. Et il a voulu représenter à lui tout seul l'ensemble de la droite et de l'extrême droite, et il a échoué. Alors maintenant, Meloni, elle arrive en 22, c'est le même, si vous voulez, c'est en gros la même expérience. Meloni refuse d'appuyer les gouvernements techniques. Et donc, elle apparaît comme, Fratelli d'Italia apparaît comme un parti qui n'est pas lié aux affaires, alors qu'il est aux affaires depuis sa naissance. Donc, il apparaît comme un parti qui a les mains propres de ce point de vue-là et qui n'a pas participé au gouvernement technique. Et c'est un parti qui a augmenté quand même de manière importante ses scores. On ne l'a pas tout de suite vu en 2018 parce qu'il est passé de 1% à 4,70%. Oui, pardon, mais comment se passe la transition de Alliance Nazionale et de Fini à Fratelli d'Italia? C'est-à-dire que Alliance Nazionale se dissout dans le peuple des libertés et après ça, une certaine partie... Alors, une certaine partie qui est la partie, disons, la plus nostalgique du mouvement social italien, qui va créer, grâce d'ailleurs à un financement très important
offert par Berlusconi, qui va créer Fratelli d'Italia, avec Giorgia Meloni, qui est la figure, la femme jeune, blonde, qui est censée en fait rassembler cette nouvelle image de l'extrême droite italienne. Ça se fait en 2012. Et ouais, 2012, et Fratelli d'Italia est créé à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au début, c'est même pas un grain de sable dans le système électoral italien, mais elle commence à, voilà, il commence à gagner de plus en plus de voix. Avec 2018, ils quadruplent quand même leur pourcentage. Et puis arrive 2022 avec, et là aussi, la crise Covid est passée par là. Elle a refusé, Fratelli d'Italia a refusé d'appuyer le gouvernement technique et apparaît comme la porteuse dans la coalition. Elle reste dans sa coalition, ils n'auraient jamais pu remporter les élections sans ça. Elle reste dans la même coalition qui est là depuis 30 ans, mais c'est elle qui, enfin c'est Fratelli d'Italia qui arrive à obtenir le plus de voix. Donc le changement d'équilibre dans la coalition, il se fait de nouveau encore un pas un peu plus à droite que ce qu'avait été le pas qui avait été fait en 2018 par la Lega. Alors, est-ce qu'elle réussit mieux? Oui, de fait, si on regarde ça en termes de durée. Voilà, là, elle va fêter ses 3 ans au gouvernement, là, sous peu, ou juste maintenant, elle est en train de le fêter. Elle apparaît comme une figure, en tout cas dans la presse internationale, comme une figure sérieuse de la politique italienne. Il y a même certains qui décident, enfin, qui ne seraient pas contre que la solution italienne d'alliance de droite et d'extrême droite soit celle que, par exemple, pourrait être prise en France, comme elle est de fait aujourd'hui prise en Suisse. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une imitation d'un système qui apparaît comme gagnant. Et ce, malgré, ça c'est aussi intéressant, malgré les monstres manifestations qu'il y a eu en Italie et les centaines de milliers de gens qui ont occupé 75 villes italiennes, eh bien, dans les dernières élections régionales, eh bien, Fratelli d'Italia continue à avoir, et sa coalition, hein, de fait, pas seulement Fratelli d'Italia, continue à avoir un poids important au niveau électoral. Donc, c'est vrai que la question interpelle un peu. Ouais. Oui, parce il y a deux aspects. Il y a le paradoxe de l'histoire, en tout cas la réussite, c'est que d'un côté, quand même, elle applique son programme très largement. En tout cas, en politique intérieure, elle applique son programme. En politique intérieure, oui. Que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau des droits sociaux, que ce soit au niveau des libertés civiles. Enfin, tout ça régresse joyeusement. En plus, elle parvient à placer au sommet de l'État, que ce soit au Sénat, à la RAI, etc., des gens très marqués à droite, enfin à l'extrême droite de la droite, oui. Des gens qui se réclament du MSI directement, en sautant au-dessus de l'Alliance nationale, d'une certaine façon, il a cette normalisation-là. Donc d'un côté, il y a ça, mais d'un autre côté, elle est un modèle de dédiabolisation. Pour le reste de l'Europe, elle est un modèle de normalisation. Ce qui se joue à plein de niveaux. Il suffit de voir, de comparer les rapports que Macron avait avec Salvini et les rapports qu'il a avec Meloni, c'est le jour et la nuit. Donc ça, c'est quand même une forte réussite au niveau de la projection de son image de marque. Aussi maintenant avec le retour de Trump, et on pourrait revenir au discours de l'ONU, le discours de Trump, elle est l'intercesseuse entre l'Europe et les États-Unis. Et en même temps, elle est une figure centrale en Europe parce que elle est au fond celle qui ressemble le plus au régime d'Europe de l'Est à l'Ouest et donc réussit à faire tenir l'Europe ensemble de ce côté-là.
Donc c'est ce paradoxe entre les éloges qu'elle a sur la normalisation qu'elle représente de l'extrême droite, qu'elle est devenue une conservatrice normale, et en même temps la possibilité à la fois de placer des fascistes patentés à la tête de l'État et d'appliquer son programme. Ouais, je sais pas si c'est euh, si, si c'est une victoire d'elle, enfin de Fratelli d'Italia, parce que voilà, et de sa coalition, euh, ou si c'est aussi le reflet d'une situation mondiale en évolution, dans le sens que cette idée hein, que l'Italie est un concentré de l'histoire du monde, cette idée que là aujourd'hui en Italie se joue aussi, alors d'abord l'exemple de 30 ans de coalition de la droite et de l'extrême droite qui commence à être prise un peu partout en Europe, la victoire de plus en plus massive de l'extrême droite dans les urnes, mais aussi de l'extrême droite, voire de la droite ouvertement néofasciste, donc qui se dit néofasciste dans le discours public, c'est aussi des éléments qui consolident de fait la présence et les politiques de Meloni aujourd'hui en Italie. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, il va y avoir sans doute, enfin, il va y avoir un référendum sur la réforme de la justice. Les gouvernements qui jouent leur vie sur les référendums, en règle générale, échouent. C'était le cas de Matteo Renzi. On verra ce qui va se passer en Italie à ce niveau-là. Il y a aussi... alors, il y a les modifications qu'elle souhaite du système politique avec la présidentialisation. Alors maintenant, elle en est arrivée à cette idée, je crois, c'était la dernière en date, de présidentialisation, mais de la fonction qu'elle occupe aujourd'hui, en gardant un président qui jouerait le rôle là en l'occurrence du roi d'Angleterre, mais qui aurait pas qu'elle toucherait pas enfin voilà, à ces deux pouvoirs, mais avec un rôle de plus en plus important de la première ministre, enfin de la présidente du Conseil, de la présidence du Conseil. Donc en fait, elle va elle essaye avec sa coalition de modifier de manière importante les règles du jeu institutionnel pour pouvoir garder le pouvoir le plus longtemps possible, à mon sens. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir au niveau interne et aussi au niveau de qu'est-ce qui sera possible de faire, de transformer dans les mobilisations qui ont eu lieu récemment en Italie face à une politique qui est quand même de plus en plus délétère et de plus en plus catastrophique pour l'écrasante majorité de la population. Et là, ça devient un enjeu très important d'organisation. Et ça, c'est le cas et en Italie, et je lisais encore hier quelque chose sur les États-Unis et aux États-Unis. Et si on regarde du point de vue de la perte de popularité de Donald Trump dans sa base, hein, qui est très très importante au cours de ces derniers mois, ben on se rend compte que les politiques menées d'une brutalité intense sur des classes populaires qui sont déjà très très fragilisées, ben elles peuvent se retourner contre ceux et celles qui les appliquent. On verra. C'est mon espoir. Oui, oui, je comprends bien. Non, Mais, j'aimerais avoir votre optimisme. Ceci dit, j'ai vu ça vaut ce que ça vaut, mais il y avait un sondage Siena New York Times qui est sorti la semaine dernière et qui montrait que 52% des registered voters, donc des inscrits, 52% des inscrits, approuvaient la politique d'immigration de Trump. Ça impliquait 90% de républicains, au fond très peu de pertes de ce côté-là. Ça impliquait 52% d'indépendants et ça impliquait 20% de démocrates. d'accord. Donc,
Et c'est sur la politique d'immigration, et c'est pas qu'ils se cachent ou qu'ils le font Mm. de façon masquée. Donc ça, ça donne pas énormément d'espoir de ce côté-là, au niveau de ce qui pourrait être la décomposition de ce bloc-là. Et en plus, il me semble que là aussi, et c'était vous qui me le signaliez, que le discours de Mélanie à l'ONU dans la foulée de celui de Trump reprend les deux thèmes, c'est-à-dire nous souffrons des politiques vertes et de De l'immigration. l'immigration, ouais, absolument. Elle reprend d'ailleurs, en softisant un peu le langage, mais enfin c'est en italien, ça paraît plus soft toujours, mais effectivement, elle reprend ces deux thématiques. Très fortement, ouais. Ouais. Et puis contre la justice hein, aussi, qui fait partie aussi des dadas de ces politiques. Mais ça, on pourrait imaginer que ça ne plaît qu'aux militants, alors que j'ai peur que et la rhétorique anti-migrant et la rhétorique anti-verte, euh, ça ratisse Plus large. plus large. Donc ça, c'est bon. Enfin, on verra. Hein. De toute façon, c'est des pures Ouais, ouais, spéculations au tout à point où fait. on en est. Et j'espère grandement que c'est vous qui avez raison et pas moi. Bien.